Bonjour et bienvenue sur Algomius. Nous continuons notre exploration de la programmation Shell et aujourd'hui nous allons voir comment utiliser des variables, comment créer nos propres variables et utiliser les variables d'environnement qui sont mises à disposition par Windows. Sur la vidéo précédente, on avait déjà vu qu'on pouvait utiliser la variable pass, l'afficher et voir son contenu. Nous allons voir dans cette vidéo comment faire nous-mêmes nos propres variables et ensuite comment influencer l'exécution d'un script shell en fonction de paramètres que nous lui donnons ou en fonction d'informations que nous rentrons directement sur le clavier. Donc là aussi, nous nous rapprochons de plus en plus d'un vrai langage de programmation sur lequel vous pouvez déclarer vos variables, les utiliser, et vous pouvez aussi influencer le déroulement du programme à l'aide de paramètres que vous rentrez, que vous saisissez. Donc, au niveau des variables, on avait déjà vu la variable pass. On va voir aussi qu'il existe d'innombrables variables qui sont déjà déclarées dans Windows et que l'on va pouvoir utiliser. On a des variables d'environnement comme pass qu'on avait déjà vu, cd qui permet de voir le chemin dans lequel on est, des variables qui permettent de récupérer la date ou l'heure, l'utilisateur connecté ou le répertoire. Toutes ces variables sont déjà utilisables directement dans notre invite de commande que vous pouvez lancer avec CMD, je vous le rappelle. Pour cela, il suffit en fait de faire un echo, qui est la commande qui permet d'écrire. Je vais essayer de le faire un peu en plus grand. Echo, par exemple, on avait vu que pass nous donnait tous les chemins dans lesquels Windows va chercher les programmes à exécuter. Si je dis par exemple echo $cd, ça va nous donner le répertoire courant dans lequel on est. C'est quelque chose qui peut être très intéressant de savoir en fait dans quel répertoire on est. Si j'utilise la variable date, tout simplement, je vais recevoir la date du jour, on est le 28 janvier 2021. Si je mets la variable OS, et ainsi de suite, vous l'aurez compris, je suis sous Windows NT, chose surprenante puisque normalement je suis sous Windows 10, mais Windows 10 est basé sur Windows NT. Donc dans la variable d'environnement OS, justement, oui, il y a encore en fait la variable Windows NT. Donc en fait, toutes ces variables, on peut déjà les utiliser directement. On peut aussi créer nos propres variables avec la commande set, des variables dont on va avoir besoin par la suite pour additionner des nombres, pour afficher le nom de quelqu'un, et ainsi de suite. Et les variables pour Windows, en fait, je les ai réparties en 3 sous-ensembles. Vous avez la variable des chaînes de caractères, le type des chaînes de caractères. Vous avez le type des entiers signés, qui se déclarera set avec l'option A. Pourquoi est-ce qu'il y a une distinction entre les chaînes de caractères et les entiers? Eh bien tout simplement parce que le langage de programmation, si vous en avez déjà fait, si vous avez déjà fait un autre langage comme le C++ ou avec des langages typés, vous vous rendez compte que les différents opérateurs, suivant que la variable soit une chaîne de caractères ou un entier, en fait ne va pas réagir pareil. Si vous additionnez deux entiers 20 et 21, par exemple, ça va vous donner 41. Si vous additionnez deux chaînes de caractères 20 et 21, ça va vous donner 2021. En fait, l'addition pour deux chaînes de caractères, c'est en fait une concaténation. On en prend une et on pose l'autre à côté. Donc vous voyez en fait que le fait de déclarer une variable en chaîne de caractères ou en nombre va changer le comportement des différentes opérations qui vont avoir lieu dessus. Donc c'est très important à ce niveau-là. Et si vous cherchez pourquoi quand vous additionnez deux nombres, en fait, vous obtenez une concaténation, souvent le problème vient du fait que vous avez déclaré ces deux nombres en chaîne de caractères et non en valeur numérique. Et enfin, il y a une troisième distinction qui est une valeur de chaîne de caractères qui sera lue, qui sera demandée à l'utilisateur. Donc c'est-à-dire que le programme va s'interrompre, va demander que l'utilisateur saisisse quelque chose. Donc ça va être fait avec la commande /p. Et ensuite, le programme va redémarrer avec la variable qui sera lue. Et pour afficher la valeur d'une variable, il faut l'entourer du caractère %. Ça, on l'a déjà vu. On avait fait %pass %. Ça signifie en fait que c'est le contenu de la variable que l'on veut. Donc là, la distinction, elle se fait tout simplement puisque je pourrais écrire echo pass et là, ça m'écrirait pass parce que ce que je veux écrire, c'est la chaîne de caractères pass. Mais si je veux le contenu de la variable pass, je l'entoure de % et au système, ça veut dire je ne veux pas que tu m'écrives pass, mais il existe une variable qui s'appelle pass et je veux que tu m'écrives son contenu. Tout simplement. Voilà un petit peu la différence qu'il peut y avoir
et pour expliquer un peu les différents signes que l'on va utiliser au cours de cette vidéo. Donc on va tout de suite commencer par un exemple sur les variables. On va écrire un script shell qui utilise les variables pour nous dire bonjour en utilisant la variable username, nous donner la date du jour avec la variable date, nous donner l'heure avec la variable time. Nous voulons ensuite déclarer une chaîne de caractères et l'afficher. Enfin, nous voulons déclarer deux variables entières, calculer leur somme dans une troisième variable et afficher cette somme. Voilà ce que nous allons faire directement dans ce petit exemple. Donc je vais prendre un Notepad++. Je vérifie que je suis bien en type de fichier Windows. Et je vais tout de suite lui donner un nom, l'enregistrer sous, et lui donner un nom qu'on va appeler affichage variable. .bat, je le rappelle, .bat pour que Notepad++ identifie directement mon fichier shell à de la programmation shell et qu'il me fasse de la coloration syntaxique sur les mots-clés qu'il va reconnaître. Ok. Donc je vais commencer par mettre mon echo off qui va me permettre justement de ne pas afficher toutes les commandes que je vais lancer, mais d'avoir uniquement les résultats de ces commandes. Et je vais mettre directement ma pause qui va me permettre justement d'interrompre l'exécution de la fenêtre juste avant qu'elle se ferme pour que je puisse voir ce qu'il y a dessus. Je vais aussi utiliser la commande CLS qu'on avait déjà vu, clear screen, qui me permet en fait de supprimer ce qui est déjà dans la fenêtre et d'avoir un affichage plus lisible. Donc, qu'est-ce que nous dit notre exemple? Il nous dit déjà, on va dire bonjour en utilisant la variable username. Ok. Donc on va déjà dire, ok, bonjour. Et cette fois-ci, je vais utiliser la variable username qui, à la place de dire bonjour et d'avoir un nom fixe, j'aurais très bien pu avoir bonjour Bob, par exemple, et la fonction m'aurait écrit bonjour Bob. Là, je vais m'appuyer sur une variable d'environnement qui s'appelle username et qui va donc utiliser la variable d'environnement Windows qui est le login avec lequel je me suis connecté. Ok. On va ensuite afficher la date pour dire nous sommes le... Et il existe une variable date dans l'environnement de Windows que je peux utiliser directement. Donc là aussi, je n'ai pas spécifié, mais Windows est un système d'exploitation qui ne fait pas attention à la casse. Donc si vous écrivez en majuscule ou en minuscule, pour lui, ce sera le même nom de variable. On verra quand on fera de la programmation shell en Unix ou en Linux, que là, ce sera différent. Il faudra vraiment respecter les majuscules et les minuscules. Donc, nous sommes le... Et je prends ce qui est dans la variable date. On va essayer de donner l'heure. Donc, il est... On a la variable time, qui est une variable déjà définie. Nous voulons ensuite déclarer une chaîne de caractères et l'afficher. Très bien, on a vu que la chaîne de caractères se faisait avec la commande set. On va faire set une chaîne. On va faire une chaîne et on va mettre dedans une chaîne de caractères. Alors, pourquoi est-ce que je mets les côtes autour, les doubles côtes autour? Tout simplement parce que j'ai utilisé une chaîne de caractères qui contient des espaces. Et à chaque fois qu'il y a un espace, en fait, Windows considère que c'est des arguments différents. Donc là, ma fonction set, elle prend qu'un seul argument qui est finalement l'initialisation d'une variable. Si j'avais omis les côtes, en fait, c'est comme si je lui transmettais, tu as un argument qui va jusqu'ici, un deuxième, un troisième, un quatrième et un cinquième. Et la commande set me dirait, je ne peux pas avec plusieurs arguments. Donc, je suis obligé de mettre des cotes dans ce cas-là. On se rend compte que si j'avais pas mis d'espace, effectivement, j'aurais pas été obligé de mettre des cotes, puisqu'il se serait rendu compte que c'est qu'un seul argument. D'accord, et je veux l'afficher, donc il me suffit d'afficher cette nouvelle variable que j'ai créée, donc je l'ai appelée une chaîne, et dedans j'ai mis la valeur une chaîne de caractères, mais donc quand je l'affiche, en fait, j'affiche ma chaîne. Qu'est-ce que j'ai encore à faire? Enfin, nous voulons déclarer deux variables entières, calculer leur somme dans une troisième variable et afficher cette somme. D'accord? Donc cette fois-ci, j'ai une valeur entière, donc cette fois-ci, je dois mettre l'option \a. Donc j'ai un nombre 1 dans lequel je vais mettre, je sais pas, 50.
7, je vais déclarer un deuxième nombre dans lequel je vais mettre 60. Allez. Et je vais déclarer une variable de somme dans lequel je vais mettre nombre 1 plus nombre 2. Et je vais afficher bien entendu ma somme comme cela. Donc, il n'y a pas grand chose de difficile. J'ai déclaré une variable nombre 1 de type entier avec l'option backslash a, j'ai mis 50 dedans, un nombre 2 avec backslash a de 60, j'ai fait la somme des deux. La somme est également encore une fois un nombre, du coup j'ai encore un backslash a, et j'affiche en fait une somme à la fin avec ma variable que j'ai entourée de %, puisque c'est la variable qui correspond à somme que j'ai déclarée là-haut. Donc nombre 1 correspond à nombre 1, nombre 2 à nombre 2, et la somme en fait est affichée en dessous, entourée de pourcentage pour dire qu'il s'agit d'une variable. Voyons voir tout de suite si tout fonctionne. Donc si je fais affichage bat que je viens de régler, voilà. Donc qu'est-ce que cela me dit? Donc bonjour Philippe PC, qui est mon login. Nous sommes le 28/1/2021, il est 9h25, et j'ai écrit une chaîne de caractères. Vous voyez qu'elle commence avec un espace, donc l'espace que j'ai créé ici, en fait, correspond bien. Il a même pris en compte l'espace. Il m'a écrit une chaîne de caractères avec des espaces, et il m'a indiqué une somme de 110, qui a l'air d'être bien 50 plus 60. Donc on a vu par ce petit exemple, en fait, comment manipuler quelques variables, comment faire une somme, comment manipuler une variable de type chaîne de caractères, comment manipuler des variables de type chiffré, de type entière. Par contre, on n'a pas vu comment on peut influencer ce programme. En effet, je lance ce programme-là, et en fait, ce programme va toujours me faire la somme de 50 et 60. Je n'ai pas la possibilité de lui donner ces deux nombres. Ça, c'est peut-être un petit peu embêtant, parce que c'est quand même assez rigide comme style de programmation. Donc, nous allons voir directement comment est-ce que je peux influencer l'exécution d'un programme. Puisque c'est quand même ça, finalement, qui est intéressant, c'est comment je peux fournir des paramètres, comment je peux fournir des valeurs à un programme pour qu'il, en fait, il fasse des choses différentes suivant les paramètres que je lui donne. Donc nos programmes shell doivent pouvoir répondre à des informations utilisateurs. Le programmeur, on lui pose une question, on veut savoir quels sont, par exemple, les deux nombres qu'il veut additionner, il donne les deux, et puis la somme est en fait faite sur les nombres qu'il vient de rentrer, et pas sur des nombres qui sont déjà en dur dans le programme. Donc l'utilisateur doit pouvoir modifier l'exécution du programme sans pour autant le modifier. C'est-à-dire que pour qu'un utilisateur doit pouvoir interagir avec un programme sans pour autant être le développeur de ce programme, sans être obligé de se plonger dans le code et d'avoir à faire une modification sur le code. On veut que l'utilisateur puisse modifier l'exécution du programme sans être développeur lui-même. C'est le but finalement d'un programme qui est bien écrit. Donc pour cela, on utilise plusieurs méthodes. Soit on peut lire directement à partir du prompt, c'est-à-dire qu'on interrompt le programme demande une valeur à l'utilisateur, et l'utilisateur rentre une valeur, et à partir du moment où l'utilisateur a rentré une valeur, le programme continue de s'exécuter avec la valeur qui a été rentrée par l'utilisateur. Soit on peut paramétrer le script au lancement, c'est-à-dire qu'au moment où on lance le script, on lui donne en fait une liste de valeurs, et en fait c'est le programme qui va utiliser cette liste de valeurs. À chaque fois qu'il a besoin d'une valeur, il va voir une des valeurs que vous avez spécifiées dans la liste. Et enfin, ce qu'on peut faire également, c'est un peu un mix des deux, c'est-à-dire c'est utiliser un programme qui utilise la lecture par prompt, mais au lieu que ce soit l'utilisateur qui saisisse les données, en fait, tout simplement, vous allez faire un fichier texte que vous allez mettre en redirection d'entrée standard, et en fait, à chaque fois que le programme aura besoin d'une information, il ira piocher dans ce fichier. Donc je vous propose de voir les trois différences de lecture qu'on peut avoir. Donc lecture de données sur le prompt, comme je vous l'ai dit, le programme s'arrête et attend une information de la part de l'utilisateur. On va encore une fois utiliser la commande set, cette fois-ci, qu'on a déjà utilisée pour déclarer des variables, mais cette fois-ci, on va dire simplement que la variable, en fait, elle va être lue sur le prompt de la part de l'utilisateur. Et cette fonctionnalité, en fait, se déclare avec la fonction /p de la commande set, pour dire c'est le /p de prompt. C'est-à-dire on attend l'information, cette variable, la valeur de cette variable va venir de l'utilisateur. Donc on va écrire un script qui demande l'âge de l'utilisateur ainsi que son nom, et ce script doit ensuite afficher l'âge à l'écran, le nom et l'âge à l'écran. Et le script calcule ensuite l'année de naissance de l'utilisateur et affiche également cette information. Très bien.
Essayons de voir comment on peut programmer tout ça. Je vais reprendre mon Notepad++. Je vais créer un nouveau répertoire, un nouveau fichier que je vais enregistrer sous nom et âge.bat. Voilà. Je vais à chaque fois déclarer mon echo off pour ne pas avoir de problème. Je vais utiliser mon CLS pour nettoyer l'écran et je vais faire une pause pour arrêter le défilement à la fin de mon texte. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Donc, écrivons un script qui demande l'âge de l'utilisateur ainsi que son nom. Ok. Donc, cette fois-ci, on utilise la fonction set avec la fonction p et on dit, on utilise le nom de la variable, donc nom égale quel est votre nom, et on spécifie en fait l'invite de commande, la question qui va être posée, à laquelle l'utilisateur va devoir répondre. Donc quel est votre nom, il va rentrer son nom, et ce qu'il va saisir va aller dans la variable nom. C'est comme ça qu'il faut comprendre cette instruction. Ensuite, on va lui demander, tout simplement, âge, quel est votre âge? Ok, tout simplement. Donc là, on a récupéré le nom et l'âge, et dans un premier temps, on va déjà écrire echo vous vous appelez, et on va mettre le nom, echo vous avez âge en. Donc, vous voyez bien que je réutilise les variables que j'ai déclarées en haut. Le nom va contenir le nom saisi par l'utilisateur, l'âge va contenir l'âge, et le fait qu'il soit déclaré par set fait que ces variables-là, je peux les réutiliser pour les écrire par la suite. Essayons de voir déjà si cette première partie du programme fonctionne. Donc je l'ai appelé nom et date, nom et âge. Donc quel est votre nom? Je m'appelle Michel, j'ai 50 ans, et vous voyez que en fait on a une bonne réutilisation des variables. Vous vous appelez Michel et vous avez 50 ans. Et cette première manipulation qu'on a faite est très intéressante puisqu'elle vous montre qu'il est possible finalement de saisir des informations qui vont être lues par le programme, et donc l'utilisateur est maintenant maître de l'exécution du programme. Il va pouvoir lui-même rentrer des informations et le programme va réagir en fonction de ces nouvelles informations. C'est très intéressant puisque ça nous offre plein de possibilités maintenant par la suite. Donc le nom et l'âge, est-ce qu'on s'était arrêté là? Ainsi que son nom. Le script ensuite affiche le nom et l'âge, le script calcule ensuite l'année de naissance de l'utilisateur et affiche également cette information. Alors, pour l'année de naissance, on commence à voir par rapport à l'explication que j'ai donnée, que c'est un petit peu plus compliqué, puisque le prompt, en fait, va vous retourner une chaîne de caractères. Et donc là, j'ai récupéré l'âge, mais en chaîne de caractères. Et maintenant, je demande en fait de faire une opération sur cette variable. Eh bien, en fait, ça se fait tout simplement, puisqu'il suffit de dire que le résultat de l'opération est en fait un entier. Et donc, je vais calculer l'année de naissance. Et l'année de naissance, c'est quoi? Eh bien, c'est 2021, l'année dans laquelle on est, moins finalement l'âge. Et on va voir, en écrivant echo, vous êtes né en, et je vais mettre l'année de naissance. Voilà, on va voir si l'opération se fait bien à ce niveau-là. Donc là, j'ai déclaré une variable de type entier qui s'appelle naissance et qui va prendre 221 moins l'âge. Et ensuite, j'écris vous êtes né en date de naissance. Voyons voir si tout ça, ça fonctionne. Cette fois-ci, je vais afficher l'âge. Alors, nom et âge, .bat, ok. Quel est votre nom? Michel. Âge 50 ans, vous vous appelez Michel. Vous avez 50 ans et vous êtes né en 1971. Ok, tout fonctionne. Donc là, on voit qu'il arrive à faire l'opération. Le fait de lui avoir dit que le résultat était un entier, en fait, il a converti directement âge en entier pour faire 2021 moins l'âge et me donner l'année de naissance. Super, cet exemple fonctionne. L'autre façon qu'on avait vue pour influencer le paramètre d'un script, le déroulement d'un script, c'était de donner les paramétrages du script au lancement. C'est-à-dire l'idée, c'est qu'au moment où on lance le script, on donne en fait une ribambelle d'informations, et toutes ces informations, il va en avoir besoin à un moment donné. Et c'est le programme qui va piocher à un moment donné dans la liste les informations dont il a besoin.
Donc il est possible de lancer un script en lui associant directement des paramètres. Ah, tiens, j'ai une petite erreur là. Un script que je corrigerai. Donc on peut lui donner toutes les informations que le script a besoin. Et comment est-ce que ça se fait? Eh bien simplement, on va lancer le script et on va lui donner la liste des choses qu'il peut avoir besoin. Et ensuite, c'est dans le programme que le programme va récupérer la valeur des arguments. Et il va utiliser pour cela des noms de variables un petit peu spéciales, qui sont %0, %1, %2, et ainsi de suite. Et chacune des variables, en fait, va se référer à un argument. %0 va se représenter au nom du programme. %1 va faire référence au premier argument, %2 va faire référence au deuxième argument. On va tout de suite illustrer cet exemple en écrivant un script qui lit l'âge et le nom de la personne directement dans les paramètres. Pour cela, je reprends la fonction que j'avais et je vais créer cette fois-ci un nouveau document que je vais appeler nom et âge. Non, je vais l'appeler param nom et âge. Param nom et âge. .bat. Ok. Si je reprends ce que j'ai fait avant, en copier-coller directement, vous voyez qu'avant je lisais le nom et l'âge sur le prompt. Cette fois-ci, non, je ne vais pas lire le nom et l'âge sur le prompt. Ce que je vais faire ici, c'est que j'ai même plus besoin de les lire. Je vais juste dire que vous vous appelez le premier argument qui est passé au programme, et vous avez le deuxième argument qui est passé au programme. Et donc l'âge ici, c'est la variable %2 qui va me permettre de calculer la naissance. Donc vous voyez, il y a très peu de modifications à faire par rapport à ce que je voulais faire. Je ne suis plus obligé de lire les variables sur le prompt, je peux directement passer par les paramètres que je saisis. Il faut juste que le premier paramètre soit le nom, et il faut que le deuxième soit l'âge. Ça, je vais le sauvegarder. Donc si je lance maintenant mon param et que je lui donne rien, en fait, il va dire que vous vous appelez et vous avez... Il manque un opérande, il vous le dit, et vous êtes né en 71. Pourquoi il vous dit que vous êtes né en 71? Eh bien, tout simplement parce que j'avais utilisé la variable âge avant, et la variable âge est normalement encore dedans. Et c'est pour ça qu'en fait, il a gardé la valeur de naissance. Il a dit qu'il manque un opérande, c'est qu'il ne pouvait pas faire le recalcul de la naissance, et il a donc gardé la valeur de naissance qu'il y avait dans l'exécution d'avant. Donc attention, ça peut être trompeur, on a l'impression qu'il a fait correctement quelque chose. En fait, c'est juste qu'il n'est pas arrivé à recalculer naissance, et donc il a utilisé la valeur qu'il avait déjà. Faites attention à ça. Quand vous déclarez une variable en shell, si jamais vous ne la désallouez pas à la fin de votre programme, en fait, elle va continuer à être utilisée. Si par exemple ici je fais un écho naissance, vous voyez que j'ai toujours 1971 dedans, alors que je ne suis plus dans le programme, je suis de retour dans le shell. Mais le fait d'avoir déclaré la variable dans mon shell fait qu'elle est aussi après disponible dans ma fenêtre. Donc il faut faire attention avec ça. Donc cette fois-ci, on va relancer notre paramètre naissance, et cette fois-ci, on va lui donner Michel, et on va lui donner 50. Donc vous voyez que j'ai juste mis les paramètres et je les ai séparés par des espaces. Et cette fois-ci, il va bien m'indiquer que vous appelez Michel, vous avez 50 ans, et vous êtes né en 1971. Ok, donc tout fonctionne à ce niveau-là. Mais attention, parce que lui, l'ordinateur, ne fait pas la distinction entre le nom et l'âge. Si jamais j'avais mal utilisé mon param nom et que j'avais mis 50 Michel à la place de Michel 50, et bien vous voyez qu'il vous dirait vous vous appelez 50 et vous avez Michel en. Et vous êtes né en, bah là il n'est pas arrivé finalement à faire le calcul et donc il a laissé 2021. Donc l'ordinateur, lui, en fait, ne fait pas de distinction entre les termes que vous utilisez en paramètres. Vous, il faudra bien respecter l'ordre des paramètres si vous voulez que le programme exécute bien ce que vous lui demandez de faire. On va voir encore une petite spécificité qui peut être intéressante dans certains cas, c'est la redirection d'entrée standard. Donc c'est quelque chose qui existe dans tous les systèmes d'exploitation et qui peut être fait pour d'autres programmes que pour ceux que nous allons voir ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien l'entrée standard, c'est normalement le clavier. C'est l'utilisateur qui tape quelque chose au clavier, c'est ce qu'on appelle l'entrée standard. C'est la possibilité d'entrer des données pour le programme. La redirection d'entrée standard, on peut lui dire, bah, maintenant tu n'attends plus les données du clavier, de l'utilisateur, mais tu vas piocher tes données à la place dans un fichier. Et ceci permet de rendre autonome un programme sans le modifier. En effet, le programme continue à demander des informations sur le prompt,
Mais en fait, il n'est plus interrompu, c'est plus l'utilisateur qui rentre les données, c'est un fichier qui va se substituer à l'utilisateur pour lui donner les informations dont il a besoin. Donc, on va reprendre l'exemple qu'on avait vu avec la lecture du prompt, c'est-à-dire le nom et l'âge. Vous avez vu ici, on avait un fichier, un script qui demandait le nom, on mettait Michel, on mettait l'âge, 50, il nous disait vous appelez Michel et vous avez 50 ans. Le problème de ce script, c'est qu'effectivement, à chaque fois, il s'arrête pour vous demander de l'information. C'est peut-être pas forcément pratique. Si jamais, par exemple, vous voulez faire des tests, et que vous voulez lancer ce script 50 fois avec des paramètres différents pour voir si tout fonctionne, ça va être assez rébarbatif de tous les taper. Donc, ce qu'il est possible de faire, c'est de créer un petit fichier texte qu'on va enregistrer sous temp et qu'on va appeler info.txt. Et qu'est-ce qu'attend notre programme? Tout d'abord, il attend de donner le nom. Donc moi, je vais mettre un nom, je vais mettre que Bob. Et Bob a 40 ans. Donc vous voyez comment je mets le fichier d'information. Je mets exactement les informations dans le même ordre que le programme les attend. Il attend d'abord un nom, puis il attend un âge. Moi, j'ai mis Bob, puis j'ai mis 40 en bas. Ça permet en fait de donner les informations au fichier. Et donc maintenant, ce programme-là, nom et âge, qui jusqu'ici attendait que je lui donne un prénom et un âge, on va juste vérifier, vous voyez, dans le info.txt existe bien dans mon répertoire courant. Donc ce que je peux faire maintenant, c'est que le nom et l'âge, je peux lui spécifier que les informations, il n'a pas à les chercher dans l'entrée standard, mais il va plutôt les récupérer dans le fichier. Et donc ça se fait avec le symbole inférieur qui va dire en fait tout ce qui est dans le fichier, tu vas le prendre en entrée de votre programme. Voilà, on peut le voir un petit peu comme ça. Et regardez ce qui va se passer. Donc il va poser ces questions, quel est votre nom, quel est votre âge, et il va dire en fait, bon c'est pas très bien, c'est pas très lisible, j'aurais pu peut-être faire sauter des lignes entre les deux, qui aurait peut-être été un peu plus intéressant, nom et âge, vous appelez Bob, on va peut-être juste faire une ligne vide à ce niveau-là, pour qu'on voit un petit peu mieux, et une ligne vide à ce niveau-là. Que ce soit... Bon, là, c'est vraiment de la... Alors, vous voyez, il va demander quel est votre nom, puis il va passer, quel est votre âge, il va passer, et il dit vous vous appelez Bob, et vous avez 40 ans, et vous êtes né en 1981. Donc là, c'est amusant, parce qu'en fait, il pose les questions, mais il n'attend pas la réponse de l'utilisateur, il va la chercher dans le fichier. Et donc, en fait, une fois de plus, il faut que les fichiers soient bien dans le bon ordre, parce que si jamais j'avais inversé Bob et 40 dans ce sens-là, eh bien vous vous rendez compte que si j'avais versé mon fichier dedans, encore une fois, il y a le même problème, il dit vous appelez 40 et vous avez Bob en, parce que les données ne sont pas dans le même ordre. Donc voilà, la redirection standard, c'est quelque chose d'assez intéressant, puisque ça permet de ne pas modifier un fichier qui a déjà été écrit avec des prompts, mais qui vous permet quand même de l'automatiser en lui donnant toutes les informations dont il a besoin dans un fichier. Donc il faut toujours que le fichier colle avec l'exécution du programme. Donc il est aussi possible de modifier la redirection de sortie. Donc ce que j'appelle par là, c'est que la redirection de sortie, pour l'instant, ça vous écrit tout sur l'invite de commande. Mais si vous avez des fichiers de log, par exemple, qui écrivent beaucoup de logs, vous vous rendez compte que peut-être c'est peut-être pas facile à suivre d'avoir tout sur le... Surtout quand il commence à y avoir des millions et des millions de lignes, d'avoir tout sur l'invite de commande. Donc, il est tout à fait possible de créer un fichier log.txt, en fait, qui va vous permettre de récupérer toute la sortie de votre programme. Là, nom et âge, donc je lui ai mis info dedans, et je veux que le résultat soit dans log. Donc là, cette fois-ci, j'ai un signe supérieur. Et quand je vais lancer ça, la première constatation, c'est que vous vous dites, il n'a plus rien écrit du tout. En fait, si, il a bien écrit, mais il a écrit dans un fichier au lieu d'écrire. Donc là, si je prends mon fichier log, vous voyez en fait qu'il a tout écrit dedans. Quel est votre nom? Vous appelez Bob, vous avez 40 ans, vous êtes né en 81, il a même écrit que appuyer une touche pour continuer. Donc tout a été écrit finalement dans le fichier de log, et plus sur la sortie standard. Donc vous voyez, la sortie standard, c'est la fenêtre, l'entrée standard, c'est le clavier, et ces deux mécanismes, en fait, on peut les rediriger. C'est-à-dire qu'on peut faire en sorte qu'ils lisent dans un fichier,
et qu'il écrive dans un autre fichier. Et donc en fait, ça nous permet d'automatiser énormément de traitements sans pour autant modifier des programmes qui attendent quelque chose sur le prompt. Donc encore une fois, de nouvelles choses sur la programmation shell avec cette notion de variable qu'on a introduit. On a vu qu'on pouvait utiliser des variables d'environnement qui sont mises à disposition par Windows directement. On a vu également que l'on pouvait créer nos propres variables et qu'il fallait faire attention à la distinction entre des variables chaînes de caractères et des variables de type numérique. On a vu également qu'on pouvait lire des variables directement sur le prompt, donc demander à l'utilisateur de rentrer le contenu d'une variable, ce qui nous permettait de modifier le déroulement d'un programme en fonction de ce que l'utilisateur saisit. On a vu qu'il y avait d'autres façons d'influencer l'exécution d'un programme, comme par exemple donner la liste des paramètres directement au lancement du script, et de laisser le script donc chercher quelles sont les informations dont il a besoin. Et on a vu la possibilité également de rediriger l'entrée standard et la sortie standard pour pouvoir récupérer les informations à partir d'un fichier et de pouvoir écrire dans un fichier. Ce qui nous permet justement d'automatiser un programme qui avant demandait des informations sur le prompt et sans pouvoir le modifier, maintenant on peut lui injecter directement les données à partir d'un fichier et donc il peut fonctionner en aveugle sans avoir besoin d'un utilisateur qui vienne lui donner les commandes au moment où il en a besoin. Donc là on a vu maintenant comment interagir avec le programme, comment déclarer des variables pour que des valeurs que nous avons mis en place perdurent dans son exécution. Maintenant, ce qui nous manque, en fait, c'est des structures de contrôle qui nous permettent de réagir en fonction de la valeur de ces variables. Typiquement, la structure si alors sinon, que nous avons vu dans plusieurs autres langages de programmation. Et la structure de boucle qui va venir aussi par la suite, mais qui est aussi basée finalement sur une condition, puisque c'est sur une condition d'arrêt ou une condition de continuation. Donc ça va faire l'objet des prochaines vidéos qui vont suivre sur ce thème. Et jusque-là, maintenant, vous avez déjà la possibilité de discuter avec votre programme, de recevoir de l'information de sa part et d'influer sur ce qu'il fait. Donc on peut déjà mettre les bases de cette communication en place avec notre script shell. Et donc c'est sur cette information que vous pouvez échanger de l'information avec votre programme que je vous laisse. Et je vous souhaite une bonne journée.